final, on arrive quand même 20 minutes avant, donc c'est un peu short, même si sur un ultra, t'as pas besoin de t'échauffer ou quoi. Bah voilà, t'es dans la voiture, il fait nuit noire parce que du coup, il est minuit moins 20. Là, on sort de la voiture, il y a un vent vraiment à décorner les bœufs, il caille un peu. Donc là, tu dis, ok, bon, là, c'est parti, quoi. Va falloir y aller. Et là, t'es dans le grand bain. Donc je remplis mes flashs, je mets mon sac, je sors, je fais mes lacets. Là, il y a François Daen qui passe devant en trottinant. Je dis, ok, bon, là, t'es dans la cour des grands, même si on joue pas sur la même catégorie, mais bon, c'est sympa. Et c'est là aussi où je me dis, le trail, c'est chouette parce que tu pars avec les meilleurs du monde. Tu les vois à côté de toi, tu pars sur la même ligne de départ qu'eux. Ça, c'est quand même un des seuls sports où tu pars avec les élites, quoi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Basile Cornillo. Basile va nous faire vivre une course que je rêvais de partager avec vous depuis bien longtemps et qui fait partie des courses de référence du calendrier trail running du printemps, le Mute à Madère. Cette course, au décor aussi spectaculaire que technique, dans cette île à la topographie si particulière, va être l'occasion pour Basile de renouer avec l'ultra après une première tentative malheureusement avortée sur ce format. Comme le veut tout ultra, il va y vivre une expérience individuelle et collective d'une grande intensité et composée avec bon nombre d'aléas que le destin et la course auront placés sur son chemin. Si la voix de Basile est grave, l'heure d'écoute qui se profile pour vous est loin de l'être. J'ai vraiment passé un super moment en sa compagnie. Pour la petite histoire, nous parlons un peu météo à quelques reprises dans cet épisode enregistré dans le cadre du marathon du Mont Blanc. C'est en rallumant mon téléphone à l'issue de notre échange que j'ai appris avec stupéfaction que le 90 km venait d'être annulé par l'organisation en raison des conditions météo défavorables prévues sur la course le lendemain. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette course à Madère. Je ne vous en dis pas plus, Basile va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'île au trésor. On est bon ? On est bon, c'est parti. Ah putain. Les pompiers. Les pompiers. On était prêts. Ça sera dans l'épisode, ça. Tu le sais. Ah ouais ? Ouais. Ah, c'est bon, c'est dans le best-of. Allez, c'est parti. Bonjour Basile. Salut Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je ne les compte même plus tellement il y en a. Je me perds un peu 80, 90, 100 selon la police ou les organisateurs. Je suis ravi d'échanger avec toi, d'autant plus que nous enregistrons ensemble cet épisode dans un contexte privilégié qui n'est autre que Chamonix qui nous réunit à l'occasion du marathon du Mont Blanc. Une course que j'ai le plaisir de couvrir pour Course Épique et aussi de courir 2 fois le KV plus le cross de 23 km. Et toi, qu'est-ce qui t'amène au cœur de la Haute-Savoie aujourd'hui ? Alors, moi, je suis à Chamonix pour le boulot. C'est moins glamour, mais c'est du chouette boulot. Donc, je sais pas si je peux me présenter au niveau de mon boulot, pourquoi je suis là. Tu peux dire, oui, bien sûr, dis-nous, on pourra développer après, mais tu peux dire ce qui t'amène pourquoi ici. je suis à Cham, c'est parce que je travaille chez Baou, je suis responsable commercial. Donc, on a un stand sur le village de Cham et donc j'y passe un petit bout de temps et j'ai des rendez-vous extérieurs aussi sur Chamonix et dans la vallée. T'as pris ton kawaii ? J'ai mon kawaii, j'ai mes chaussures de trail, j'ai toujours tout ça avec moi. Ok, parce que la météo est pas très favorable là, aujourd'hui. Demain, c'est pas terrible, il paraît aussi. Basile, question classique pour démarrer l'épisode. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qui tu es et te présenter en quelques mots ? Ouais, alors je m'appelle Basile, j'ai 39 ans, dans ma 40e année, donc Master 1 déjà officiel. Ça fait mal un petit peu. Mais c'est quel âge, Master 1 ? Master 1, c'est à partir de dans la 40e année. Ok. Ouais. Donc, voilà. Donc j'y suis, même si j'ai pas encore 40 ans, j'y suis. En couple avec un enfant de 8 ans, ma fille. Une fille couple, virgule, avec un enfant de 8 ans. Oui, voilà, c'est ça, c'est mieux. Donc j'habite à Annecy, donc en Haute-Savoie, depuis 2 ans. Donc je suis responsable commercial chez Baou et j'ai commencé le trail il y a 6 ans maintenant environ. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenaient les sports dans tes jeunes années ? Est-ce que tu as grandi dans un environnement qui était naturellement porté vers le sport ? Est-ce que dans ta famille, on était très porté vers ça ? Alors, pas du tout. Comparativement à d'autres personnes,
moi, j'ai pas été baigné dans le sport, c'est-à-dire que ma mère n'a jamais fait vraiment de sport. Mon père dit qu'il en a fait, mais c'était un petit peu la risée des dîners de famille ou autres. On disait à mon père, bah, toi, tu n'as jamais fait de sport, etc. Donc lui assure qu'il en a fait, mais bon, en fait, il n'en a Il n'y a pas aucune fait. photo qui l'atteste? Non, il n'y a aucune photo qui l'atteste. Donc j'ai pas baigné du tout dans ce milieu-là. Donc je suis né en Île-de-France, donc j'ai grandi dans un milieu plus qu'urbain. Et donc j'ai commencé le sport par le basket à l'âge de 11 ans. Pourquoi? Je ne m'en souviens pas. Enfin, je suis venu au basket et à l'humour du basket à 11 ans et j'ai joué au basket jusqu'à mes 32 ans, donc pendant plus de 20 ans. Et je n'ai fait que ce sport-là. Donc je mangeais, je dormais, je vivais basket H24. Qu'est-ce qui te plaisait tant dans le basket? C'était le sport en lui-même? C'était sa dimension collective et les à côté? Est-ce que c'était aussi une part d'imaginaire et d'identification aux superstars outre-Atlantique en NBA? Est-ce qu'il y avait aussi cette part de fantasmagorie? C'est un peu de tout. Alors, il y avait, bien sûr, j'étais à une belle époque du basket, puisque c'était l'époque de Magic Johnson, Michael Jordan, etc. Donc, une époque quand même avec des sportifs incroyables. Et après, oui, le côté collectif, et de partage déjà, et de, comment dire, pour avoir une victoire, certes, il y avait de l'individualité, mais il y a quand même beaucoup de valeurs collectives à avoir dans le basket. Et c'est un rythme assez intense sportivement. Ça reste assez physique quand même. Alors, c'est des efforts différents, bien différents du trail, mais ça reste quand même très physique. J'ai entendu que les basketteurs n'aimaient pas trop la course à pied. Est-ce que c'est une généralité erronée? Alors, ouais, c'est une généralité. C'est vrai on courait relativement peu en extérieur. En fait, en pré-saison, selon les entraîneurs qu'on a eus, il y avait un peu de prépa physique avec des tours de stade, mais ça restait très tradi. Moi, ça ne me dérangeait pas du tout de courir. Moi, comme je jouais ailier, j'étais assez rapide, donc je faisais beaucoup d'allers-retours, mais ça reste sur des distances très courtes. Donc c'est plutôt équivalent à un fractionné super rapide, quoi. Donc la place tenait un rôle majeur, 5 majeurs même d'ailleurs, c'est le nom du magazine de basket. Bien À joué. l'époque, j'étais abonné aussi. C'est ça, avec les posters qu'on avait tous dans notre chambre. Un mois sur deux, Jordan, à peu en près. taille réelle, c'est ça, 1m98, Jordan. Donc il y a le basket évidemment, mais il y a aussi la montagne, pour lequel tu avais une attirance très marquée, donc dans sa version estivale comme hivernale. Dès que tu pouvais, tu prenais le large direction la montagne. C'est ça, alors ça c'est venu un peu plus tard quand j'étais autonome, on va dire, et adulte. Donc dès que j'avais des jours de congé ou des vacances, je partais au ski, donc principalement l'hiver, mais à chaque vacances. Donc je me débrouillais moi-même, c'est moi qui organisais les voyages, ou avec l'aide d'un ami qui à l'époque travaillait dans une centrale de réservation. On avait des appartements pas chers en dernière minute, donc on partait toujours et on se débrouillait pour aller dans des endroits différents aussi à chaque fois. Donc l'amour de la montagne est venu un peu au départ par ça. Et par la suite, j'ai été en montagne aussi l'été. Et c'est là où j'ai commencé à crapahuter, sans connaître le trail, mais plutôt en rando et à découvrir la montagne et les sentiers l'été. En 2014, il y a un changement de vie et un changement d'envie avec l'arrivée de ta fille. Tu vas décider de quitter l'Île-de-France dans laquelle tu résidais. Ça va être aussi le moment où tu vas découvrir la course à pied. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça a trouvé sa place dans ta vie? Ouais, alors effectivement, ma fille est née en 2014, donc déjà quand ma compagne était enceinte, on voulait déjà quitter la région parisienne parce même avant le projet d'avoir un enfant, on estimait ne plus être dans un cadre qui nous était adapté en Île-de-France. Donc avec l'arrivée de ma fille, ça a accentué ce côté-là. Et donc, de par mon travail à l'époque, j'ai eu l'opportunité d'être muté, donc dans le sud. Donc, on est parti dans le Var. Donc, j'étais la responsable commerciale pour une boîte dans le tourisme. Donc, on a atterri dans le Var, à côté de Brignoles, donc Provence verte. Et donc, du coup, ma compagne a trouvé un job chez un Intersport à Brignoles. Et du coup, le responsable du magasin était et est toujours un trailer aguerri qui, lui, pratique le trail depuis plusieurs années.
Donc de fil en aiguille, comme ça, je passais au magasin, j'allais chercher Vanessa, ma compagne, au magasin. Et ils voyaient que j'étais sportif, parce que donc là, j'avais arrêté le basket. Donc j'avais une carrure plus musclée qu'actuellement et j'étais plus balèze. Mais il voyait que j'étais en condition physique. Et un jour, il a proposé à Vanessa, il a dit dis à Basile si tu veux venir courir un soir avec nous, pas de souci, il vient. Donc c'est comme ça que j'ai fait tes premiers pas. Premier pas. Et il y a aussi cette idée d'être un peu moins enfermé dans un contexte comme celui-là. L'idée, c'était plutôt d'aller chercher des disciplines qui te mènent dehors. Ouais, l'idée, effectivement, c'est que quand on est arrivé dans le Var, j'ai commencé à rechercher des clubs de basket au début, mais en fait, j'avais pas envie de me retrouver à l'intérieur, enfermé dans un gymnase et de refaire des déplacements plus ou moins longs, en sachant qu'aux alentours, j'avais un cadre paradisiaque que je n'avais pas en Île-de-France. Donc là, la question se posait moins. Mais là, du coup, voilà, j'avais pas envie du tout de revenir en intérieur. J'avais un vrai besoin de nature, de découverte. Donc ça s'est bien goupillé à ce niveau-là, quoi. T'as tout de suite senti que t'allais plonger dans le trail et que ça allait devenir un centre d'intérêt essentiel dans ta vie ? Pas tout de suite, dans le sens où je savais pas du tout ce qu'était le trail, donc je connaissais absolument pas le trail en lui-même et tout ce qu'il y a autour. Mais de par mon côté compétitif, en fait, sur les sorties, je voulais toujours rester dans les roues, entre guillemets, de Thierry et de ses amis. Donc voilà, ça m'a motivé à les suivre et à essayer de progresser. Et c'est ce qui m'a fait après apprécier tout ce qu'il y a autour, quoi. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent de ce que tu connaissais ? La communion avec la nature, parce que c'est vrai que passer d'un gymnase, même s'il y a des gymnases différents, globalement un gymnase ça reste un gymnase avec des lignes, 2 paniers de basket, un public s'il y en a, des estrades. Et là c'est vrai que les terrains étaient complètement variés et en fait je découvrais vraiment la nature, la communion avec la nature et des endroits différents qui sont certes relativement proches, mais que j'aurais pas découvert autrement ou aussi rapidement. Que c'est vrai que de temps en temps tu peux te faire une rando par-ci par-là, mais en courant forcément tu vas plus vite, donc tu découvres des endroits plus vite également, quoi. Quel souvenir tu gardes de ta première compétition ? Pour la petite anecdote, c'est vrai que avant d'arriver dans le Var, j'avais un ami qui tenait une salle de sport au Plessis-Robinson dans le 92, donc qui était partenaire d'un 10 km classique sur le Plessis-Robinson, donc il m'a inscrit. Donc j'y étais comme ça sans entraînement aucun, juste l'entraînement du basket. Et pour le coup, à l'époque, je faisais aussi un peu de Spartan Race, c'était les premières Spartan Race et Mid-Day. Donc j'avais acheté des Nike, je sais plus si ça s'appelait déjà les Pegasus Trail à l'époque. Donc j'avais des chaussures de trail à crampons. Donc j'ai fait mon 10 km avec ces chaussures de trail là, donc ce qui n'était pas du tout adapté. T'avais pris tes bâtons sur moi. Non, Okay. Je savais pas que ça existait aussi les bâtons. Mais du coup, au final, je me suis dit, ça s'est bien passé. J'ai dû mettre, 45 minutes à l'époque. Et je me suis dit, mais ces chaussures-là, elles sont peut-être pas adaptées à la route. Et du coup, voilà, comme quoi la route ne voulait pas de moi et moi, je veux pas de la route. Parce que, pour ceux qui me connaissent un peu en perso ou sur les réseaux, je m'amuse avec ça, mais je suis un anti-route. Donc je joue un petit peu avec ça, avec beaucoup d'humour noir, mais ça fait partie de moi maintenant. Donc c'est un petit lien, le démarrage de ça, quoi. C'était écrit. Voilà, exactement, c'était écrit. Qu'est-ce que tu viens chercher dans une compétition ? C'est quoi ton driver principal ? Alors malgré mon grand âge en Master 1, j'ai toujours l'esprit compétition au fond de moi. Tu jauges par rapport à toi ou par rapport à la position par rapport aux autres ? Est-ce que tu peux être satisfait d'une course où toi tu as donné tout ce que tu pouvais mais tu finis pas exactement à la place que tu imaginais ? Les deux, parce que sur les trails, on a de la chance d'avoir justement des catégories d'âge, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres sports. Donc tu peux te jauger sur l'ensemble avec des jeunes et autres, mais aussi tu peux te jauger dans ta catégorie. Donc oui, forcément, il y a des chronos, il y a des classements, donc tu jettes toujours un œil. Donc il y a une satisfaction sur les courses en perso là-dessus.
Après, j'essaye je m'inscris et je fais des courses uniquement sur lesquelles j'ai envie de m'inscrire. Je vais pas faire des courses parce qu'on m'a dit de la faire ou parce que elle est archi connue ou faut l'avoir sur son CV de trailer. Ça m'intéresse pas trop. C'est vraiment des courses que je vais aller rechercher et voilà, à 95%, c'est des courses de montagne, quoi. Tu retournes sur des courses que tu as faites précédemment ou tu essaies de diversifier autant que possible? Malheureusement, je suis retourné sur la Saint-Élion l'année dernière, mais parce que j'ai gagné un dossard. Alors, pas la grande, mais le 44. Mais grave erreur, j'y retournerai plus jamais. Enfin, je fais une mauvaise pub sur la Saint-Élion, mais bref, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais, C'était ta course ou c'était l'organisation? Qu'est-ce qui t'a déplu? non, bah déjà, c'est pas un trail. Mais après, l'orga est top, l'ambiance est top. Mais pour moi, il y a trop de routes et c'est trop plat et c'est chiant, quoi. Heureusement, c'est la nuit parce qu'on voit rien. Mais 2 jours, c'est encore pire. Alors les casquettes vertes et consorts qui font l'aller-retour, donc une partie de jour, une partie de nuit, franchement, respect. Hein. C'est mon plus grand respect, c'est pour eux. Donc non, voilà. Donc du coup, j'en ai beaucoup rigolé sur les réseaux là-dessus et c'est resté. Et beaucoup de personnes du coup me taquinent maintenant sur la route. Tu es militant, on l'a senti. Voilà, militant, mais toujours au 8e degré et La voilà, basket levée, pas le point levé. Exactement. C'est quoi pour toi les ingrédients indispensables d'une course réussie? Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'elle ait? Sur la course en elle-même ou Les composantes, tout, l'avant, pendant, après, qu'est-ce que... il faut de la montagne, il faut du D+, donc s'il y a D+, forcément, logiquement, il y a du D-. Il faut des beaux singles, Il faut paysages. une bière à l'arrivée? Je bois pas d'alcool. D'accord. Alors voilà. Une bonne limonade maison? C'est rare. Ouais, une bonne ceinture, ça me va. Une bonne ceinture ou un jus de fruits frais à la limite ou une soupe. Mais ouais, je fais une exception à la règle. Je ne bois pas d'alcool et pas de bière. Donc c'est vrai que c'est rare dans le peloton. Donc souvent au ravito ou quand tu croises des bénévoles, il dit allez, plus que 15 km, 20 km et après c'est la bière. Donc moi je dis ouais, mais bon, au final j'en bois pas, quoi. Mais donc c'est sympa. Donc oui, pour revenir à ta question, il y a tout ce que j'ai dit précédemment. Il y a aussi l'orga, les bénévoles. Des potes? Est-ce que c'est pour toi, c'est collectif nécessairement ou tu peux aller t'inscrire tout seul sur une course? Non, j'ai les deux côtés. Alors j'aime bien courir à plusieurs avec des potes, alors même si chacun fait sa course, mais je peux très bien aller aussi sur une course tout seul, ça me dérange absolument pas. Comme beaucoup ont dit dans tes précédents podcasts, oui, je peux dire que je suis un loup, donc tu as le côté solitaire, tu as le côté meute. Ça, c'est vrai que voilà, ça me dérange absolument pas de courir tout seul. Et j'adore partager des moments de course à pied avec n'importe qui, peu importe le niveau. Ça peut être un élite comme un coureur amateur, ça me dérange pas, je m'adapte et je cours avec lui et je partage de bons moments comme ça. Tu l'as dit au tout début de notre échange, tu as le privilège de travailler aussi donc, dans ce qui est ta passion aujourd'hui pour le trail. Tu es responsable commercial chez Bahoo. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement quel est ton rôle et puis voilà, ton lien à la marque peut-être? J'imagine qu'il y a des raisons particulières qui t'ont porté vers cette marque-là. Ouais, en fait, donc à l'aube du confinement, malheureusement on parle toujours de ça, mais il y a beaucoup de changements de vie dû au confinement pour tout le monde. À l'aube du confinement, donc on habitait dans le Var, on s'y plaisait très bien. Malheureusement, le propriétaire a voulu récupérer la maison, donc on a dû déménager. Et moi, j'avais déjà des envies de montagne depuis longtemps, je voulais habiter en montagne. On avait fait un week-end avec ma compagne, avec Open Runner, donc pour ceux qui connaissent une appli comment on peut appeler ça, de traçage, de tracé. Mais communautaire. Voilà, communautaire, donc qui nous avait invités donc à passer un week-end à Annecy avec Thibaut Barognan. C'est comme ça que j'ai connu Thibaut Barognan. Et je connaissais pas Annecy jusqu'à présent. Et là, on est arrivé, donc c'était en septembre, donc plein soleil. On est monté à la Tournette, on a fait du paddle dans le lac. Là, donc là, je dis waouh, mais c'est un cadre paradisiaque. Donc du coup, voilà, j'ai dit à Vanessa, ma compagne, j'ai dit écoute, on avait déjà déménagé 5 fois en 5 ans auparavant. Donc j'ai dit écoute, là, j'ai pas envie de redéménager dans le Var une nouvelle fois. C'est le confinement, on a du temps pour chercher, j'ai un petit réseau activé sur Annecy.
Quelques semaines après, elle a été appelée et donc elle a été embauchée chez North Face à Annecy. Donc on a dû trouver un appartement dans les 15 jours et changer de vie en 15 jours. Donc en 15 jours, on a réussi à trouver un appartement, on a réussi à mettre notre fille à l'école. Donc Vanessa a eu son boulot et moi je cherchais un boulot. Et étant déjà client chez Baou et j'avais déjà fait quelques petites animations avec eux sur des jeux concours ou des petites interviews avec eux, j'avais gardé ce contact, puis j'ai envoyé un CV vraiment spontané, en toute simplicité, à l'image de Baou. Et j'ai dit, voilà, maintenant je suis à Annecy, ça me ferait plaisir de vous rencontrer, mais sans arrière-pensée, directement. Puis j'ai rencontré Gilles, le fondateur. 3 mois après, j'ai été embauché en tant que commercial sur la partie nord de la France. Donc maintenant, ça a changé. Donc maintenant, je m'occupe de toute la partie Est, donc de toute la commercialisation B2B Est, mais je m'occupe aussi de plein d'autres choses. C'est l'avantage d'une startup, c'est qu'on touche un peu à tout. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette introduction, Basile. On va maintenant passer à la basket chinoise, une version un peu revisitée depuis quelques semaines avec des questions qui évoluent d'une semaine sur l'autre. Première question de cette basket chinoise, est-ce que tu pourrais nous donner ton idée du bonheur parfait ? Alors le bonheur parfait, donc alors déjà le bonheur il évolue selon les aléas de la vie. Parce que le bonheur parfait que tu imagines à 10 ans, à 18 ans ou à 40 ans, c'est pas forcément le même. Donc moi, il a évolué d'année en année. Là, le bonheur tel que je l'imagine et tel que j'ai la chance de le vivre finalement, c'est voilà, les montagnes, un lac, plein d'activités outdoor, être le plus proche de la nature, avec ma famille, les amis qui me sont chers, proches, et de profiter au maximum voilà, de la nature et d'être en communion avec elle. Et de se recentrer vraiment là-dessus, quoi. J'ai l'impression un peu de faire du Xavier Thévenard, mais c'est un peu ça. J'ai pas entendu enregistrer un podcast dans la liste des composantes du bonheur parfait. C'est vrai, Je suis un peu j'aurais vexé. pu te le dire, mais ça en fait partie. Ouais. Deuxième question de cette basket chinoise, quelle est la personne vivante que tu admires le plus et pourquoi ? Alors, cliché, mais ça va être ma fille. Beaucoup de parents peuvent dire ça, mais seuls les parents C'est plus peuvent, simple quand on n'a qu'un enfant. Ouais, déjà, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas à choisir. Sinon, c'est Sinon, on va compliqué. expliquer à l'autre enfant pourquoi. Voilà, En plus, c'est gravé dans un podcast qu'elle ouais, pourra écouter voilà. dans 10 ans. Donc, j'ai la chance, pour l'instant, d'avoir qu'une fille. Mais oui, c'est un peu cliché, comme disait, mais quand tu as un enfant, ça change littéralement la vie à tout point de vue. Et c'est un booster au quotidien. Et ce qui te fait, toi, évoluer et les valeurs que tu as envie de transmettre passent par ma fille. Et donc, en fait, il y a le côté mimétisme où forcément, elle a envie de faire un peu ce que tu fais. Donc c'est la personne que j'admire le plus parce que c'est ma fille, mais c'est parce qu'elle va me booster et parce que je me retrouve en elle aussi là-dessus, quoi. Troisième et dernière question de cette basket chinoise, un imprévu de la vie qui t'a particulièrement fait avancer ? Alors voilà, c'est un imprévu. Je vais dire que c'est quand je me suis fait les ligaments croisés au basket. Donc j'avais un peu moins de 30 ans, je crois 29 ans. Donc comme souvent malheureusement, les blessures comme ça arrivent quand tu es au top de ta forme. Donc j'étais au top de ma forme basketiquement. Non. Vas-y, on peut le dire, allons-y. Voilà, au Basketement parlant. Basketement parlant, voilà. Je me suis enflammé. Donc voilà, croisés. Donc du coup, à l'époque, c'était connu les croisés, mais bon, moi je savais pas ce que c'était et c'est une grosse blessure quand même. Donc 2 opérations, croisés plus ménisque, première opération, grosse rééducation pendant 6 mois dans un centre. Puis après, j'ai dû me refaire opérer sur le ménisque. Donc en gros, je m'en suis sorti au bout d'1 an et demi, donc ce qui était très lent et très frustrant parce que j'avais envie de jouer au basket, j'avais envie de faire du sport. Et en fait, donc pourquoi ça a été, pourquoi ça m'a fait avancer ? Parce qu'à partir de ce moment-là où je me suis blessé, je me suis rendu compte que le corps était une formidable machine et qu'on pouvait faire plein de choses. Donc déjà récupérer d'une blessure et aussi en profiter pour faire d'autres choses. Donc ça m'a permis de me renforcer sur plein d'autres choses, donc à la fois physiquement, mais aussi mentalement.
et de travailler ce qui était des faiblesses et de les transformer, pas forcément en points forts, mais de les améliorer. Et aussi, ça m'a là appris, je me suis intéressé à ce moment-là aussi à tout ce qui est nutrition. Alors, de par l'éducation de mes parents, on a toujours bien mangé, et ma mère cuisinait toujours des produits relativement sains, locaux, etc. Mais voilà, étant dans le sport, c'est là où je me suis aperçu que le corps, donc il y avait un côté physique, entraînement, mais c'était lié aussi à la nutrition, au sommeil, à plein de choses. Et c'est comme ça où, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la nutrition. Et donc ça m'a fait progresser sur plein de choses. Et aussi sur ce que je disais sur le mental, savoir déjà surmonter une blessure et revenir plus fort qu'on ne l'était avant, quoi. Voilà. Donc c'est un imprévu qui m'a fait avancer sur plein de choses. Et c'est un changement de vie aussi sur l'approche sportive au global, quoi. Je sais pas si je dois te le dire, mais il pleut atrocement là depuis 2 minutes. J'ai vu que tu regardais la je me suis demandé d'où venait le bruit, et là en fait il pleut des rideaux de flotte, et le 90 km part dans quelques heures. Ouais. Le 90 km du marathon du Mont Blanc, ça promet un départ. Je serai sur la ligne de départ là pour suivre Manon Board. Ça promet pour tous les coureurs et ceux qui les accompagnent. On est mieux dans ta chambre. Ça fait un peu bizarre comme ça, sorti du concept, mais voilà. On est bien mieux au chaud. Merci Basile, on va maintenant parler de ta course épique, le Mute. Le Mute, c'est l'acronyme du Madeira Island Ultra Trail, donc, qui plante son décor à Madère, une île qui est située au beau milieu de l'Atlantique Nord, à 900 km du Portugal continental et environ 600 km de la côte du Maroc. Tu le savais, j'en suis sûr, tu es incollable en géo. Chapeau. Ouais. J'ai même pas besoin de lire de trucs, je le savais. J'étais dans le tourisme, mais j'avais pas les chiffres en tête. C'est pas fini, hein, tu vois, je vais t'éblouir. C'est une île où la montagne qui enlace la mer bleu clair, où coexistent des cascades spectaculaires, des sentiers près de 1500 km de Levadas, qui est le nom des canaux d'irrigation qui sont très spécifiques à l'île. Depuis 2004, un groupe de pionniers membres du club de Montaña do Funchal avait pris l'habitude d'essayer de traverser chaque année l'île en moins de 24 heures. Ainsi est né l'embryon de ce qui deviendra un peu plus tard en 2008 le Mute, qui comptait pour sa première édition seulement 141 participants. Après des évolutions régulières du parcours au fil des années, le Mute a finalement trouvé en 2013 son format actuel, avec un départ de Porto Moniz et une arrivée à Machico. Outre le format de 115 km et ses 7200 mètres de D+, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, le Mute propose 4 autres formats de course de 16 à 85 km. Sur son format 115 km, le challenge offert aux coureurs est assez exaltant puisqu'il faut traverser l'île d'un bout à l'autre dans le sens nord-ouest-sud-est, en commençant à Porto Moniz au niveau de la mer, pour ensuite parcourir des passages par les plus hauts sommets de l'île et enfin redescendre au niveau de la mer, après un ultime passage dans une levada ayant comme toile de fond la vallée de Machico. Tu y vois, là, ça y est, je m'y reprojette. Plus qu'une course, les coureurs vivent donc un voyage qui les transporte dans l'imaginaire d'autres temps, où l'âme des habitants de Madère ne s'est pas laissée démonter par les vicissitudes de cette île à la topographie si particulière. Moi, j'y suis allé, effectivement, j'étais quand même très surpris par l'île qui est hyper variée, hyper spectaculaire. C'est vraiment un truc à part. Quelques chiffres pour conclure cette brève présentation, qui est un peu longue quand même. Dans l'édition 2019 à laquelle tu as pris part, Basile, le nombre de participants était en augmentation par rapport aux années précédentes, avec 2724 coureuses et coureurs, dont 1435 étrangers, donc c'est quand même une forte représentation à 50%, de 57 nationalités différentes. Tu le sais, tu connais le podcast, avant qu'on plonge vraiment dans ta course, il y a une rubrique qui s'appelle La question qui pique de Course Épique. Elle va se présenter aujourd'hui sous la forme d'un vrai-faux, qui va mettre en lumière la superstar mondiale qui a vu le jour sur l'île de Madère et qui a même donné nom à l'aéroport local. J'imagine que tu vois à peu près de qui je veux parler. Oui, un footballeur un peu connu. Portugais, brun. Et oui, c'est bien Cristiano Ronaldo, effectivement, qui est donc né en 1985 à Funchal. Je ne sais pas quel master il est, lui, 85. Il n'est pas encore master. Il est encore master 0. Master 0. C'est un petit jeune. Ok. Donc il est né à Funchal et puis il fait la fierté de toute une île, comme on peut l'imaginer. Première question de ce vrai-faux. Il est possible d'étudier d'assister à un cours de sociologie qui est consacré à Cristiano Ronaldo dans une université canadienne. Il y a un cursus qui est dédié, en tout cas, une partie de cours qui lui est consacrée. Vrai. C'est vrai. C'est le professeur agrégé Luis Aguiar qui a annoncé la création de ce cours de sociologie de 4e année sur Cristiano Ronaldo. Il avait la conviction que l'attrait social et culturel de Ronaldo transcendait le football, ce qui en faisait donc un objet d'étude intéressant. Et donc, le cours aborde les questions d'identité, de nationalité, de représentation. Et il aborde le phénomène de Ronaldo à travers la diaspora portugaise. Voilà. Tu te cherches un moment de reconversion, sache qu'il y a peut-être une opportunité là-bas. Il y a peut-être un coup à jouer en Colombie-Britannique. Deuxième question de ce vrai-faux. Cristiano Ronaldo, il est réputé pour sa détente, notamment. Toi qui es fan de basket, est-ce que tu penses que sa détente est supérieure à celle des meilleurs sauteurs de NBA ?
Les meilleurs, non, mais il est dans la moyenne très haute. Effectivement, il est pas tout à fait au sommet. Et il a fait un saut qui a fait date, qui a été, il a marqué un but de la tête, il était à 2,93 m. Ouais, donc plus d'1 mètre de 2,93 m. Il aurait atteint 1,23 m de détente pendant le point de culminant de son saut. Et de ce que j'ai compris, le record NBA se situe à 1,50 m. Ouais. Donc il est pas très loin. Il aurait sa place. J'ai vu même récemment, hier, je crois sur Instagram, qu'il y avait un challenge justement où il mettait un ballon à la hauteur. Il faisait ça dans les rues. Il y a un ballon à la hauteur sur laquelle il a atteint ce saut de 1,23 m et il fallait le toucher pour gagner, je sais plus quoi. Je pense qu'ils n'ont pas dû donner beaucoup de dotation, à mon avis. Non, voilà, c'est rentable. Il n'y a pas une grosse prise de risque, effectivement. Dernière question de ce vrai-faux. Il est, tu le sais, une des références du foot mondial, bien sûr, mais il est réputé aussi pour son hygiène de vie irréprochable. Hors de ses considérations footballistiques, c'est aussi donc le roi de la PPG, avec une ceinture abdominale qu'il n'hésite pas à arborer fièrement dès qu'il a l'occasion de le faire. Comme nous. La légende dit de lui qu'il réaliserait 3000 abdos par jour. Vrai ou faux? Si c'est une légende, on ne sait pas. Il a quand même dit, alors il a un peu fait, il a dégonflé le ballon, là, il a expliqué qu'il n'était même pas sûr d'en faire 1000 par semaine. Donc ça veut dire un peu moins de 200 par jour. On est quand même déçus. Oui, on est dessus. On est quand même déçus. On est déçus, de toute façon, 3000, ça sert à rien. J'ai pas trop compté, mais t'as tout bon, non? Je crois. 3 sur 3. Je gagne quoi? Je sais pas, mais en tout cas, je voulais juste te féliciter de ne pas avoir trébuché sur ma dernière question. C'était juste pour un petit jeu de mots sur Madère. J'ai pas entendu. Tu l'as pas trébuché sur ma dernière question. Voilà, c'était subtil. Habituellement, je dis pas quand je fais les jeux de mots comme ça, mais quand on les explique, c'est très mauvais signe. Je pensais que tu allais m'appeler Jean-Pierre. On va donc se consacrer maintenant plus particulièrement à ton mute. Est-ce que tu peux nous parler des raisons qui t'ont amené à porter ton choix sur cette course-là? Est-ce qu'elle exerçait une certaine fascination sur toi? Déjà, je suis venu à l'Ultra que 2 ans, et encore 2 ans tout juste après avoir débuté la course à pied, le trail. Donc tout ce qu'il faut logiquement pas faire, parce qu'on dit plus ou moins il faut y venir sur l'Ultra au bout de 3-4 ans. Alors maintenant, il n'y a plus de règles et souvent on veut trop monter sur les longues distances très rapidement. Le fait est que j'avais déjà fait des 14, après j'étais monté sur des 23, après j'avais fait un 42. Je m'étais inscrit sur le Roc de la Lune, un 120 km, mais j'avais abandonné au 90e. Donc en fait, c'était vraiment ma deuxième inscription sur un ultra. Et pourquoi avoir choisi le mute? Comme souvent, ça part d'un coup de tête d'une soirée. En fait, mes potes qui m'ont initié au trail sont inscrits au mute. Donc les inscriptions, je pense, étaient ouvrées en décembre. Et comme souvent maintenant, il faut s'inscrire ultra rapidement, sinon on n'a plus de place, parce que là, il n'y a pas de tirage au sort, c'est premier arrivé, premier servi. Donc voilà, ils m'ont dit on s'est inscrit au mute, si tu veux venir, c'est maintenant. Donc moi, j'ai vu le mute en tête, j'ai vu les vacances, j'ai vu Madère, j'ai dit allez, je m'inscris. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé inscrit. Voilà. Donc tu t'es inscrit avec des camarades de jeu? Ouais, exactement. Combien vous étiez à y aller? Donc 4 au total, avec nos familles ou conjointes respectives. Comment est-ce que tu gères les périodes de prépa quand il y a des grands rendez-vous? Enfin, l'ultra, donc tu avais déjà eu l'occasion de participer à un ultra, mais c'était quand même relativement nouveau. Est-ce que c'est une période que tu aimes bien, la phase de préparation, ou est-ce que c'est juste pour toi un moyen de pouvoir accéder à ce moment et à vivre l'enthousiasme d'une course? Non, c'est tout un cheminement. Donc là, à l'époque, j'avais pas de coach. Enfin, mon coach était coach officieux. En fait, c'était Thierry qui me drivait et qui m'a tout appris sur la course à pied de A à Z. Donc je l'écoutais vraiment de A à Z. Donc je faisais ce qu'il me disait de faire. Donc on a fait la prépa ensemble. Donc une prépa très sereine, tu te sentais parfaitement encadré. Ouais, voilà. Puis comme tu sais pas à quoi t'attendre, il y en a sur qui ça met de la pression. Moi, pas du tout. C'était quelque chose que j'allais découvrir. Je savais que ça allait être à l'extérieur, entre guillemets, donc à l'étranger. Madère, j'y avais déjà été avant en touriste, donc je savais que c'était très beau, donc je savais que quoi qu'il arrive, j'allais en prendre plein les yeux, plein les pattes, mais j'avais pas de pression là-dessus, et la prépa était bonne, je l'estimais bonne, et donc relativement serein à ce niveau-là, quoi. Tes objectifs sur la course, c'est quoi? Est-ce que tu parles de place? Est-ce que tu parles de temps? Est-ce que tu dis juste là je connais pas trop, je fais au mieux et puis j'essaye d'aller au bout? Alors pour moi, d'emblée, finisher, ça oui, parce que comme je disais, j'ai l'esprit compète, donc pour moi, il est hors de question d'abandonner une course, hormis blessure.
Après, j'avais plus ou moins en tête une fourchette de temps. Alors sur des ultras, c'est souvent une fourchette parce que à une demi-heure près, t'en sais rien. Donc j'avais une fourchette de temps et après il y a toujours entre potes le fameux mesurage de quéquette. Donc tu veux toujours finir devant l'un ou l'autre. Donc il y a toujours ça aussi, mais toujours à la rigolade, mais dans le coin de la tête, quoi. J'ai une bonne nouvelle, il pleut plus. Il pleut plus, il n'y a Terminé. pas d'arc-en-ciel, non, ça Non. va. Tu avais une stratégie de course en tête? Est-ce que tu t'étais dit j'y vais à l'économie au début ou tu n'avais pas tellement prévu de plan particulier? Pas, pas prévu de plan particulier, hormis le fait que sur l'Ultra Rock de la Lune sur lequel j'étais inscrit avant et j'avais abandonné au 90e kilomètre, j'étais parti après coup vraiment trop vite. Donc là, je me suis dit, effectivement, j'ai dû péter, exploser parce que je suis parti trop vite, j'ai trop envoyé dans les descentes. Donc là, je me suis dit, on va partir quand même beaucoup plus mollo. C'était la même distance, mais il y avait plus de dénive. Sur le tracé, tu prends 13 et 1005 quasiment au début. Donc je me dis, bon, il y a le temps, on va partir tranquillou, puis on T'emballes verra pas. comment ça va. Exactement. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre sur ce mute? Tout, parce que c'est le charme des ultras. T'as beau être ultra préparé à tout niveau, t'as tout le matos, enfin, on en reparlera après, mais t'as tout le matos avec toi, tu te sens en forme, le cadre est paradisiaque, donc tu te dis tous les feux sont au vert, mais voilà, le charme de l'ultra, c'est qu'il peut se passer absolument tout, entre les aléas climatiques, les aléas du corps, les aléas du matos et tout ça. Donc c'est ce qui fait le charme. Donc tu as toujours une part d'imprévu qui est là et c'est ça qui est excitant en fait. Vous êtes arrivé en famille quelques jours avant pour profiter de l'île au cadre absolument idyllique. Est-ce que toi, quelques heures avant la course et l'éveil de course, est-ce que c'est une période sur laquelle tu as une petite montée de pression? Est-ce que tu as des petites routines que tu as mis en place pour l'évacuer éventuellement? Pression, non pas vraiment de pression, enfin je suis pas quelqu'un de stressé du tout par nature. Ou alors ça va être vraiment de la pression positive, enfin pas de la pression, plus de l'adrénaline positive. Mais au niveau rituel, selon l'heure de départ de la course, parce que ça joue vachement, je me fais toujours une sieste, une bonne sieste. Et voilà, je prépare mes affaires, je me mets au frais, au vert, je fais une bonne sieste, je me relaxe et je visualise ma course mentalement. Et je mange un bon repas aussi avant. Et c'est comme ça que je me prépare, quoi, sereinement, on va dire. Vous arrivez un peu à l'arrache sur la ligne de départ et puis tu as une petite surprise aussi, il y a un vent relativement marqué. Ça crée pas des conditions pas idéales ça pour un démarrage de course. Alors c'est typique, alors tu es imperméable au stress, tu nous l'as dit, mais c'est le scénario rêvé. Ouais, justement, voilà. Donc tu pars serein, tu prévois un laps de temps de route large. Mais bon, au final, on arrive quand même 20 minutes avant, donc c'est un peu short, même si sur un ultra, t'as pas besoin de t'échauffer ou quoi. T'es dans la voiture, il fait nuit noire parce que du coup, il est minuit moins 20. Là, on sort de la voiture, il y a un vent vraiment à décorner les bœufs, il caille un peu. Donc là, tu te dis, ok, bon, là, c'est parti, quoi. Va falloir y aller. Et là, t'es dans le grand bain. Donc je remplis mes flashs, je mets mon sac, je sors, je fais mes lacets. Là, il y a François Daen qui passe devant en trottinant. Je dis, ok, là, t'es dans la cour des grands. Même si on joue pas on joue pas le même... Pas la même catégorie. La même catégorie, mais bon, c'est sympa. Et c'est là aussi où je me dis, le trail, c'est chouette parce que tu pars avec les meilleurs du monde. Tu les vois à côté de toi. Tu pars sur la même ligne de départ qu'eux. Ça, c'est quand même un des seuls sports, j'en connais pas d'autres comme ça à ma connaissance, où tu pars avec les élites, quoi. Bon, ouais, c'est ce que j'aime aussi particulièrement. Il y a des sas, mais quand même, tu prends le même départ qu'eux, quoi. Même parcours, ouais. Même ligne d'arrivée. Voilà, donc, un peu plus tard, mais la même ligne. Un peu plus tard, ouais. La même ligne aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes malgré tout sur la course? Là, au départ, non. Pressé d'y aller, voilà, donc je bip, je me mets dans le sas, donc j'étais plus ou moins presque à la fin. Mais bon, là, tu te dis, sur 120 bornes, tu as le temps de doubler tranquillement. Et voilà, les 15 minutes avant le coup d'envoi, je veux dire, le coup de sifflet de l'arbitre. Le coup de sifflet, ça passe à une vitesse folle, quoi. Donc on est le vendredi 16 avril 2019, il est quasiment minuit.
Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance sur la ligne de départ et puis dans les rues de Porto Moniz ensuite sur les premières centaines de mètres? C'est l'hystérie? Ouais, Porto Moniz, blindé au départ. Alors tous les accompagnants, donc il fait nuit noire, un vent décorné, comme j'ai dit, les bœufs. On part, on a 300-400 mètres de place seulement, donc tu as à peine le temps de te dégourdir les jambes, et après tu attaques dre dans le pentu, comme on dit, mais sur la route, et donc des lacets qui montent, je sais pas, ça doit faire 35 voire 40% de moyenne sur la route, donc là, direct tu sors les bâtons, t'entends le clac-clac des bâtons sur toute la route, puis tu as toutes les zigzags de frontale qui sont magnifiques, donc là, on attaque direct, quoi. Tu te poses pas de questions là. Quand tout le monde dégaine les bâtons aussitôt, c'est signe que la course va être longue. Là, tu cherches pas à comprendre, quoi. Après cette première difficulté, tu quittes Chao de Ribera au kilomètre 22. Et la jonction va être assez difficile jusqu'au ravito du kilomètre 33 avec une autre montée, une deuxième, dans des conditions météo qui sont pas hyper favorables. Et puis toi, tu as des toutes premières alertes aussi physiques à ce moment-là. Ouais, du coup, toujours le vent. Et en plus du vent, il y a un brouillard à couper au couteau qui arrive, donc très très humide, il commence à faire froid, et là il y a une grosse montée, je l'attaque, et puis je sais pas, coup de moins bien, sûrement coup de froid, j'ai pas mis la veste de suite, donc je me suis arrêté 2-3 fois, une minute assis sur un pauvre rocher qui traînait, et là j'en ai vu aussi 2-3 qui étaient un peu dans le mal, donc là petite alerte où je me dis ok, là on est dans le vif du sujet, faut faire gaffe, mets la veste, reprends tes esprits et va au ravito, et puis ça altère pas ta confiance et ta sérénité? Non, parce tu arrives à évacuer ça? C'est le début, donc il reste encore énormément de temps, donc ça me fait pas peur plus qu'autre chose, je me dis juste fais gaffe, c'est une alerte, quoi. Tu as une autre alerte un peu plus tard, aux environs de kilomètre 38, où tu vois un de tes copains qui a un niveau, qui a un très bon niveau et qui est en grande difficulté. Ouais, pareil, du coup dans la je pensais qu'il était loin devant moi, comme ça aurait dû l'être, mais du coup je le double dans la montée, donc déjà je l'avais doublé pendant la course, mais je m'en étais pas aperçu, et je vois qu'il est vraiment pas bien, il avance pas et tout, et il me dit ouais, j'arrive pas, je pense que en haut il y avait un petit ravito avec une base de vie avec des lits de camp, il me dit je pense que je vais m'arrêter un petit peu, donc je dis ok, du coup je l'ai doublé et moi j'ai continué. Est-ce que c'est Thierry dont on parle? Ouais, c'est Thierry, du coup. Donc Intersport, tout ça, on rembobine l'épisode. Ouais. Ok. Tu repars ensuite la fleur au fusil, et puis surtout l'idée c'est de pas trop traîner, quoi, de pas prendre froid. On ravito suivant. Et là, donc on est en pleine nuit, on l'a compris, t'es parti à minuit, et là tu vas connaître une petite contrariété frontale. Une petite mésaventure de frontale. Donc dans le matos obligatoire, on avait donc 2 frontales, la frontale principale plus une frontale de secours, plus les recharges à pile, etc. Donc là, on avait dû faire déjà 5h30 ou 6h de nuit. Donc là, ma frontale se met à clignoter, donc c'est le signal que tu as bientôt plus de batterie, donc il faut la changer. Donc ça, c'était juste après le ravito. Donc on commençait une descente, donc là ça clignote, donc je me dis bon, je vais changer les piles. Donc je change les piles, je la rallume, et 3 secondes après, elle s'éteint. Je fais ok, du coup je réessaye, ça marche pas, donc ça commence à m'énerver un petit peu. Donc je réessaye, ça marche pas. Donc du coup je me pose sur le côté, je m'assois, je prends mon téléphone avec ma lampe torche, j'essaie de regarder, j'allume, je bidouille tous les trucs, et puis ça marche toujours pas. Et donc là j'étais tout seul, il y avait quasiment aucun concurrent, donc vraiment nuit noire, brouillard, je dis bon ok, c'est un peu la merde. Donc je réessaye pendant 5-10 minutes, je m'énerve contre moi-même, je dis bon ok, elle marche pas, donc je vais prendre ma frontale de secours, qui était une frontale Intersport, comme tout le monde dans les frontales de secours, on prend la moins chère, la moins lourde, parce qu'on sait que normalement on s'en sert jamais. La preuve est qu'on peut en avoir besoin. Donc du coup je sors la frontale Intersport à 9 balles qui devait faire 10 lumens, je l'allume, je la mets sur mon front, je l'allume. Elle marche pas non plus. Ça s'allume pas. Merci Thierry. Merci Thierry. C'est pas de sa faute. Donc ça marche pas. Donc là, je m'énerve. Je dis putain, ça fait chier. Je suis assis par terre. Il y a 2-3 coureurs qui me passent et ils pensaient que j'étais pas bien, que j'avais un souci. Ils me disent ça va. Je dis non, ça va, mais j'ai pas de frontale. Il y en a qui me parlaient en anglais. Je dis no light.
ou en portugais, donc bref. Donc je dis, ok, t'as plus de frontal, il fait nuit, il reste à peu près 2 heures de nuit. Donc je dis, bon, il n'y a pas le choix, soit j'y vais avec la lampe torche du téléphone, soit j'essaye de m'intercaler entre des coureurs. Donc solution T'as choisi. que j'ai choisie. Donc me voilà parti derrière un coureur. Donc ça va, au début c'était une descente pas trop technique, mais bon, c'est toujours pas évident. Et donc je me mets derrière lui, et puis et un autre coureur aussi qui se met derrière, donc j'y voyais à peu près. Donc je fais la longue descente comme ça, et la descente elle doit durer au moins 40 minutes. Et eux ils comprenaient pas, en fait j'étais pas du tout dans mon rythme, j'étais à un rythme inférieur. Donc pour moi c'était chiant, mais j'avais pas d'autre solution. Donc je disais je vais faire profil bas et j'attends que l'aube se lève pour les lâcher. Et du coup, ils comprenaient pas et ils me disaient, mais double, double, double. Et je disais, mais non, je peux pas, j'ai pas de frontal, no light, no light. Donc voilà. Donc grosse mésaventure niveau frontal. Et Mais heureusement, après, un des grands moments de course quand même pour les coureurs d'ultra, c'est le moment où le soleil se lève. ouais, C'est une belle récompense. Alors déjà, c'est plus pratique pour toi pour courir. Et puis, ouais. tu vis un moment de grâce. Bah là, alléluia, j'ai plus besoin de frontal pour le moment. Et j'ai plus besoin d'eux surtout, donc je peux repartir sur mon rythme et me relancer dans la course. Voilà. Et juste, si je peux me permettre, pour la petite anecdote de frontal, la première fois où je suis sorti de nuit, donc toujours avec Thierry et les potes, donc c'était ma première sortie de nuit, donc j'avais pas de frontal, donc ils m'en ont prêté une. Donc on a dû faire une sortie, je crois, de 17 bornes. Et au bout de 10 bornes, on s'arrête boire un coup. Et je dis à Thierry, mais putain, j'y vois rien, comment vous faites et tout. Je suis obligé de courir la tête baissée, tout ça. Mais ils me disent, mais espèce de con, t'as mis ta frontale à l'envers. En fait, j'éclairais le ciel. Tu voyais bien les étoiles. Voilà, c'est pour ça que je courais la tête comme ça, vers le bas, et j'avais mal à la nuque. Donc voilà, avec les frontales et moi, ça fait beaucoup, quoi. Tu continues ton petit bonhomme de chemin. Tu as fait quasiment une 50aine de kilomètres sur la course. Au deuxième ravito avant la base vie, tu croises un de tes partenaires de course qui, lui, a carrément jeté l'éponge. Ouais, donc lui, pareil, meilleur que moi. Il était devant, et puis voilà, je le vois. Il était sur le côté, il attendait, je crois, sa femme pour qu'elle vienne le récupérer. Et il me dit, ouais, non, j'ai abandonné, j'en peux plus. Donc là, bon, ça me fait chier parce que j'ai deux potes qui sont. Enfin, un qui est en galère, du coup, je sais pas où il en est, et l'autre qui abandonne. Mais en même temps, bah, ça me donne un coup de boost parce que je dis, merde, je suis devant eux, donc bon, tant mieux, quoi. Donc c'est un peu les deux. Triste pour eux et du coup, content un peu pour moi, quoi. Tu arrives ensuite à la base vie du kilomètre 62 qui marque globalement les mi-courses. Tu retrouves ta femme et ta fille avec une grande joie, j'imagine. C'est aussi l'occasion de briefer ta femme et de lui demander de résoudre une mission pas forcément simple et d'aller te trouver des piles pour la suite parce que tu as un peu cette crainte potentiellement d'avoir un bout de deuxième nuit à vivre. Ouais, bah, comme j'avais estimé globalement à entre 20h et... Enfin, au minimum, on va dire 19h ou 20h de course, bah, potentiellement, oui, il y avait une heure, au moins un minima une heure de nuit. Donc en arrivant à la base de vie, première chose que je fais, au lieu de me jeter sur le buffet ou de dire change-moi mes chaussettes ou masse-moi les mollets, je dis putain, ma frontale m'a lâché, du coup va m'acheter des piles. D'abord tu l'as dit, chérie, je suis très heureux de te retrouver. Voilà, chérie. Mais quand même, est-ce que tu peux aller me chercher des piles est-ce que tu peux aller me chercher des piles, s'il te plaît, darling. Donc voilà, je lui dis trouve-moi des piles. Elle me dit mais où je vais trouver ça? Faut savoir qu'à Madère, déjà d'aller d'un ravito à l'autre, c'est pas évident en voiture, et de trouver une épicerie ou une supérette qui trouve des piles, c'est pas évident non plus. Donc voilà, je la missionne de ça. Mais donc je m'arrête une quinzaine de minutes, je mange, je me change, elle me masse les mollets, donc royal, et je repars comme ça. Et donc tu repars pour un gros morceau, c'est l'ascension du Pico Ruivo qui est situé à 1760 mètres d'altitude, qui va aussi donner lieu, ce passage-là en tout cas approximativement, va te permettre de faire une belle rencontre qui va guider toute la deuxième partie de ta course. C'est ça, tout de suite après la base de vie, donc il y avait 1 ou 2 kilomètres de plat, et après on attaquait la fameuse montée jusqu'au Pico de Arriero, qui est la partie la plus belle aussi. Et donc là je rencontre un Français, donc t'en as pas partout sur la course, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'étrangers, donc là, miracle un Français, donc c'est sympa. Donc
On commence à discuter ensemble, à blablater de tout et de rien. Et puis on se dit, bon, là, c'est le gros morceau. On va y aller tranquille, mais en marche vraiment active avec les bâtons. Puis on y va. Et on avait exactement le même rythme. Et puis, de fil en aiguille, on fait la montée comme ça. Enfin, bonne osmose. Et on discute de tout et de rien, quoi. Donc, mais ça fait passer le temps et la montée passe vite. Vous décidez de vous faire un petit plaisir. Donc, il y a une pub très connue qui dit un Mars et ça repart. Vous, c'est un Calipo et let's go, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, on touchait au but avec le Pico Derriero. Et là, il faut savoir que, contrairement à la nuit, là, il commençait à faire très très chaud. En fait, plein cagnard, pas d'ombre, pas de nuages. Très humide? Non, Non. alors du coup, il faisait sec. Ok. Et donc, voilà, grosse soif, gros besoin d'hydratation. Et on avait envie d'un truc frais. Donc, lui me dit, je sais qu'il y a un resto, enfin un snack en haut. Est-ce que ça te dit de prendre un truc? Je dis, bah, j'aurais bien aimé, mais moi, j'avais pas prévu d'argent, ni ma carte bleue, ni de la monnaie. Et il me dit, allez, viens, j'ai 20 euros, on s'arrête, on prend une glace et tout. Je suis allé, ok, bingo, on y va. Donc on arrive en haut, on bip. Donc là, du coup, on se décale du tracé initial. On fait, je sais pas, 200 mètres. On arrive au, au snack, enfin au bar-resto qui est en haut, où il y a tous les touristes. Donc, qui nous voient arriver comme ça, en pleine course, un peu les yeux ébahis. On fait la queue dans le snack, parce que c'était l'heure, il devait être, je sais pas, du coup, peut-être 14h. Donc les gens bouffaient encore et ils nous voient arriver. Donc on fait la queue, on attend, et puis on dit, vous avez quoi comme glace? Donc il y avait des cornets, des magnums, mais on n'avait pas envie de ça, et on avait envie d'un truc frais, un sorbet. Et donc il y avait que des calipos. Donc nous voilà partis avec des calipos à la main. Donc là, on les mange pas sur place, on les prend, on l'ouvre, on commence à lécher le calipo, et nous voilà attaquer la descente tranquillement, notre calipo à la main, et les gens sur le côté, les spectateurs, ils étaient éclatés de rire, ils nous prenaient en photo, et nous, on rigolait de notre connerie intérieurement, mais c'était un kiff absolu, et ça nous a fait un bien fou, à la fois gustativement, mais surtout mentalement. C'était un petit break, petit échappatoire comme ça sur le côté, qui était vraiment, vraiment sympa, quoi. Derrière, le terrain est un peu plus roulant, donc vous commencez à pas mal envoyer. Tu fais petite pause sandwich au ravito suivant, qui est au kilomètre 75, et puis ensuite au ravito de Poiso, hein, désolé pour la prononciation, on va dire que c'est ça. Tu récupères des piles, donc la malédiction semble vaincue, enfin c'est ce que C'est tu ça. crois, l'avenir va nous le dire. Tu te lances dans la descente suivante, ce qui va aussi te permettre de délester à ton insu d'une partie de ton matériel, suite à un planté de bâton pas tout à fait réussi. Voilà. On veut toujours courir plus léger qu'on ne peut l'être. Donc là, malheureusement, ouais, dans une partie un peu technique, comme ça arrive, maintenant j'ai compris que ça arrive relativement souvent, bah, j'ai planté mon bâton dans le coin d'un rocher, et crac. Donc bâton en carbone, voilà, c'est léger, mais c'est pas très solide dans des endroits rocailleux. Donc me voilà avec plus qu'un seul bâton. Donc il devait rester, je sais pas, peut-être 25 km. Je dis, ok, bon, encore une galère. Bon, j'en suis plus à ça près. Je me dis, allez, c'est pas grave, on fait avec un bâton. Et, le gros du dénivelé était avalé. Donc, je me dis, bon, ça va aller, mais du coup, je me trimballais quand même mon bâton cassé à la main d'un côté, et mon autre bâton, je le plantais à gauche. J'essayais de temps en temps de changer de bras et d'équilibrer à droite. Mais voilà, encore une galère en plus, quoi. Il y a eu donc un certain nombre de galères, mais il y a aussi un émerveillement, notamment sur cette dernière partie. On n'a pas tellement parlé du décor, mais là, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette section-là, qui est quand même la plus belle du parcours, de ce que j'ai compris? Ouais, alors elle est très belle selon l'heure où tu arrives, mais nous, on y arrivait au coucher du soleil. Donc, tu as un grand single creusé à flanc de falaise, et avec des petits lampions, je pense. Enfin, non, c'était pas, ouais, c'était des ampoules, donc c'est pas aménagé par la course, ça doit être là tout le temps. Et là, tu cours, voilà, le long de l'océan Atlantique, sur un single creusé dans la roche avec des lampions. T'es proche de l'arrivée, donc voilà, t'as un sentiment de bonheur. Tu te dis, ouais, c'est magnifique, j'y suis presque. Enfin, tout est là, quoi. La nuit fait son retour à peu près une douzaine de kilomètres de l'arrivée, et tes mésaventures lumineuses ne s'avèrent pas tout à fait terminées. Tu commences aussi un peu à marquer le coup
physiquement, alors que la Levada dans laquelle vous êtes, donc ces grandes canalisations, semblent ne pas avoir de fin. Ouais, c'est ça. Du coup, là, l'arrivée approche, mais la nuit tombe. Donc, du coup, je prends ma frontale avec mes piles neuves. Convaincu que tout se passera bien. Convaincu que tout se passera bien. Et de toute façon, il me reste qu'une heure et demie de nuit. Donc ça Jamais va. 203, hein, tu connais l'adage. Voilà, donc là, l'adage véridique. Donc, je mets ma frontale, je la rallume. Elle marche pas. Donc, là, je réessaye 2-3 fois. Alors, je dis, bon, fais chier. Elle a fini dans les canalisations Non, même pas. de je dépile. l'ai gardé Non, il faut quand pas faire même, ça, parce je que, plaisante. voilà, le prix des frontales, tu la gardes. Et donc, comme je courais depuis la base de vie avec Anto, donc avec mon binôme de course, et du coup, j'ai couru devant lui. Donc, c'est lui qui m'éclairait tant bien que mal. Mais fallait que je fasse vraiment gaffe parce que tu cours le long de la Levada. Donc, en fait, tu cours sur une petite partie de ciment ou de bitume qui est très étroite. Donc, à gauche, tu as la Levada qui est certes pas profonde, mais si tu tombes, tu peux te faire mal. Et à droite, c'était des champs de patates, quoi, en gros. Donc, il fallait quand même faire attention où tu mettais les pieds. Donc, tant bien que mal, on fait la descente comme ça, quoi. Vous sortez donc de ces passages assez étroits. Une dernière petite pause technique, non souhaitée à 5 km de l'arrivée, je pense pour ton partenaire. Un petit shot de guarana et hop, ça repart là aussi. Et puis vous commencez à entendre au loin le micro du speaker et la ligne d'arrivée. Comment est-ce que se passent ces derniers moments ? Ouais, c'est ça. Lui, il avait un petit coup de main bien, je sais pas, ça devait être 6-7 km avant l'arrivée. Et donc moi, on m'avait dit de prendre au cas où des guarana shots. Ça se fait plus trop d'ailleurs. Donc j'en avais pris un ou deux au cas où, mais moi je les avais pas utilisés. Et donc lui, gros coup de main bien. Je dis, écoute, on m'a conseillé ça, vas-y, prends ça. Donc il s'avale le guarana shot cul sec parce que c'est pas très bon. Et forcément, au bout d'un kilomètre, gros mal de bite. Donc pause technique, cacaboudin derrière un rocher. Et nous voilà repartis donc à l'arrivée. Et là, on entendait les speakers au loin. Comme souvent, on entend les micros, mais on a l'impression que c'est proche, mais c'est pas si proche que ça. Donc il y avait quand même un petit, encore 5-6 km. Mais on savait qu'on allait finir. Et là, du coup, on a commencé à se pencher aussi sur le classement après l'épisode Calipo, où son père, qui lui faisait l'assistance, nous tenait au courant du classement. Donc c'est là où on voyait qu'on remontait des coureurs et qu'on regagnait des places au classement. Et donc là, on savait qu'on allait finir plus tôt que prévu par rapport à ce qu'on estimait à notre temps d'arrivée. Du coup, on arrive à Machico et là, tu es le long de la promenade. Donc tu as une arrivée grandiose. On a la chance d'arriver à 21h30. Donc il y a encore beaucoup de monde à l'arrivée. Tout le monde aura compris que donc tu as mis 21h30 sur la course. Voilà, donc là c'est facile pour calculer. C'est l'avantage des courses quand tu pars à minuit. C'est facile pour calculer ton temps. Donc 21h30 de course. 136e place. Ouais, donc globalement très satisfait pour mon premier ultra. Sur, je sais pas combien t'as dit, 1100, 1500 ou je sais pas combien de coureurs sans compter les abandons. François Den, cette année-là, avait mis 15 heures, je crois. Donc... 13h49, c'est insolent. Non. Ah, j'ai les résultats officiels. C'est Jim Wesley qui a... Ah oui, si, c'est ça, t'as raison. Ouais, 13h49 et 36 secondes. Ouais, donc voilà. C'est pas la même... Ça va vite. Ça va vite, donc lui, il était déjà douché, mangé, il avait dormi, qu'on est arrivé. Donc bref, à 21h30, donc bien content et soulagement, satisfaction plutôt de dingue à l'arrivée. On s'est enlacé avec Anto, il y avait ma fille aussi, donc j'ai fait les quelques derniers mètres avec elle. Mais après, on s'est enlacé avec Anto, une accolade et un enlacement comme si... on s'était pas vu étiez potes depuis 15 ans. Voilà, exactement. Donc, c'était grandiose, quoi. Vous avez fait le choix aussi d'attendre ton copain Thierry, donc tu avais croisé un peu plus tôt en difficulté en début de course. Comment ça s'est passé pour lui ? Du coup, ouais, en arrivant, moi, tout de suite, j'ai demandé où en était Thierry, et j'avais un autre pote, Vincent, qui lui avait fini 1h30 plus tôt. Donc là, j'étais super content pour lui. Donc là, on s'est retrouvés. Et du coup, j'ai demandé des nouvelles de Thierry. Ils m'ont dit, là où tu l'as vu, il a dormi quasiment 5 heures, mais il est reparti parce que de toute façon, il voulait finir. Pour lui, c'était une course de prépa pour l'UTMB. Donc, comme ça lui a permis d'avoir l'expérience des 2 nuits que tu as globalement souvent sur l'UTMB.
bien que ce soit un très bon coureur. Donc du coup, lui, il a dû arriver vers 1h du mat, un truc comme ça. Donc moi, ça m'a permis de me changer, d'aller manger tranquillement et de faire une petite sieste à l'arrache dans la voiture et on l'a attendu. Voilà. Est-ce que ce premier ultra, il a été conforme à ce que tu imaginais vivre? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Conforme, oui. Après, encore plus surpris Enfin, je m'attendais pas à être aussi heureux pendant la course et après la course. Donc c'est là où je me suis dit, wow, mais putain, c'est exceptionnel et Enfin, c'est intemporel. T'as beau passer 21 heures ou même ceux qui courent plus vite ou ceux qui courent 30 heures ou 30 heures, t'as beau passer un temps fou sur la course, toi, tu le ressens pas comme ça. Il y a un moment où tu te déconnectes, ou de toute façon, je pense qu'il faut se déconnecter de l'aspect temps. Et donc, tu as vraiment une intemporalité, tu vois, j'ai bien dit, celle-là, qui est assez jouissif en soi. Et tu passes par diverses phases voilà, du très bien où tu as des sensations de fou, au moins bien. Tu fais des rencontres, bah là c'était le cas pour moi, des rencontres exceptionnelles où voilà, tu rencontres quelqu'un que tu ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam avant, et au final, au bout seulement de 15 heures de course, bah, tu as l'impression que c'est un pote d'enfance et tu connais toute sa vie. Donc ouais, c'est un mélange de tout, et au final, ouais, c'est un bonheur encore plus supérieur à celui que je l'imaginais, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont malgré tout paru difficiles à gérer sur la course? Pas enfin la fatigue, le physique, même si Le sommeil, ça a été? le sommeil pour cette course-là, ça a été. Après, j'ai d'autres courses où ça a été plus compliqué. Mais là, non, ça a été. Enfin, moi, j'aime bien les départs à minuit. Je préfère un départ à minuit qu'à 4 heures du mat ou 6 heures. Parce que c'est pas voilà, ça ne coupe pas ta nuit. Donc, c'est un départ qui me convient bien. Donc là, ça a été au niveau sommeil. J'ai pas fait de sieste, j'ai pas dormi du tout. Donc, j'ai réussi à enchaîner à ce niveau-là. Ouais. T'as tout de suite su que cet ultra allait en appeler beaucoup d'autres? Ouais, bah c'est un format, enfin l'ultra en distance. Alors moi j'aime bien maintenant du coup on va dire entre 60 et 120. C'est là où je m'éclate le plus parce que bah, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as une partie d'imprévu que tu peux pas maîtriser avant, alors que sur des formats très courts, peut toujours y avoir un aperçu, mais ça reste un imprévu, mais ça reste limité. Et là, tu vas vraiment à l'aventure, quoi. Donc ça c'est top. Et la découverte, quoi. Vraiment la découverte et en apprendre sur soi à la fois physiquement et mentalement, parce que pendant 20 heures de course, tu as le temps de réfléchir à plein de trucs. Donc des fois, tu sors de la course et tu réfléchis à des conneries ou à des trucs très importants, quoi. S'il n'y en avait eu qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de la course? Bah, ça serait ma rencontre avec Anto et le Calipo. Ouais, parce que c'est assez... C'est devenu son surnom aussi, tu l'appelles Calipo maintenant? Non, même pas, mais ouais, c'est... Enfin, du coup, après coup, ça m'a fait penser à Sébastien Speller quand il a fait un marathon, je sais plus où, il s'était arrêté pendant 2 heures, il a bouffé au resto et il est reparti. Ouais. Donc, un peu moins longtemps, je crois une quarantaine de minutes, mais oui, c'était voilà. Bon, c'était pas voilà. dans l'Est de la France l'année dernière, je crois, il y a un an et demi à peu près. Ça m'a fait penser un petit peu à ça, quoi. Ouais, il avait gagné après s'être arrêté au resto. Ouais. Je sais pas s'il avait pris entrée, plat, dessert, peut-être juste entrée, plat, et puis il avait quand même gagné après. Faudra trouver le menu, ouais. Stratosphérique, Seb Speller. Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi? Elle t'a conforté, sur certains aspects, elle t'a révélé des choses? Ouais, bah, elle m'a appris que j'étais capable déjà de faire ces distances-là, que j'avais encore une grosse marge de progression, parce que là, c'était mon premier ultra bouclé, et que j'avais envie de faire ça, et que c'était un format qui me convenait pas, et voilà, de vivre toutes les expériences qui font l'ultra, bah, c'est ce que j'avais envie, quoi. Merci beaucoup, Basile, d'avoir partagé avec nous ton mute. Merci à toi. On va se projeter un peu maintenant sur les prochains mois et peut-être l'année à venir. Est-ce que tu sais déjà de quoi ton calendrier sportif sera fait? Cette année, je fais pas mal de premières courses, c'est-à-dire des courses qui n'existaient pas avant. Donc, j'étais engagé sur un défi 24 heures, donc en course officielle de D+, pendant 24 heures. Donc, en prépa, j'ai fait des courses de 6 heures à 8 heures de montée et descente en cabine pour bosser le D+.
Donc voilà, j'en ai fait une à Méribel sur un format 6 heures et une à Thollon-les-Mémises en format 8 heures pour me préparer à ce défi 24 heures donc de mon descente que j'ai fait fin mai. Donc là, il y avait la descente. Et là, dans 10 jours, je serai sur la Méga Avalanche Trail. Donc, Course qui sera passée au moment où les auditeurs écouteront l'épisode. Voilà, donc... donc on espère que ça s'est bien passé. Voilà, donc ça sera une première aussi parce que c'est la première course uniquement en dénivelé négatif. Donc départ du glacier à 3002 et arrivée dans la vallée à 700 mètres. Donc 21 et 2006 de D-. Et en août, je fais la CCC. Parfait, on se verra là-bas. Yes. À plus long terme, est-ce qu'il y a une course, un défi, quelque chose qui t'appelle à tout prix, que tu voudrais réaliser ? Seul, avec tes proches ? Ouais, alors, si on va être dans le très classique, mais donc Diagonale des Fous, forcément, parce que j'ai une petite attache particulière avec La Réunion, parce que je connais très bien, donc Diagonale des Fous, mais ça, je ne vais pas être original. Après, il y a une autre course là qui me donne vraiment envie ces temps-ci, c'est l'UTAT au Maroc. Je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Ouais, UTAT, c'est dans l'Atlas marocain. Okay. Il y a tout format, mais il y a un ultra qui est très costaud. Et c'est vraiment magnifique. Et là, tu es vraiment en pleine pampa marocaine. Enfin, tu montes jusqu'à... Tu as plusieurs sommets à 3000. Ça monte même jusqu'à 3006, je crois. Donc c'est une vraie aventure. Et puis tu as tout le côté voyage aussi, rencontre avec la population, parce qu'il y a un camp de base obligatoire, etc. Donc l'UTAT, tu te tâtes pas, quoi. Voilà, l'UTAT, je me tâte et je pense que je le ferai un de ces quatre. Et après, ouais, c'est des ultras à l'étranger, quoi. Parce que j'aime bien, de par mes passions qui sont le voyage, j'aime bien cumuler voyage et course, quoi. Tu connais bien le podcast, c'est la dernière question du podcast. Donc c'est le moment... Il n'y a plus de questions qui piquent, je te fous la paix. Mais par contre, j'attends de toi un motto de la fin, une devise qui t'est particulièrement chère. Alors j'en ai deux, si tu me permets. Allez. J'en ai, alors c'est pas de moi, hein. J'en ai une qui est un proverbe africain qui est qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Tu la connais peut-être. C'est les souvenirs de collège, ça, je pense. Ah ouais, ouais. Peut-être. Je l'ai noté sur. C'était, je pense, des best-of de proverbes africains. C'est un présentateur télé qui en balançait une, je crois, chaque jour. Donc en gros, ça veut dire, si tu dis quelque chose, fais-le. Ou plus vulgairement, si tu te la pètes, assume-le et fais-le, quoi. Donc ça n'a rien à voir au contexte, mais donc c'est un proverbe que j'aime bien. Et l'autre, c'est plus en rapport... Tenir ses promesses, en tout cas, c'est l'idée. Voilà. Être au rendez-vous et pas trop la ramener. C'est ça. Et l'autre, c'est plus en rapport avec le trail, la course à pied. C'est... je sais plus le terme exact, mais si quelqu'un te juge... si quelqu'un juge ton chemin, prête-lui tes baskets. Donc, je connaissais pas. Ouais, donc elle est pas mal, celle-là. Ah ouais. Donc, en gros, ça veut dire, si tu dis, ce que tu as fait, c'est facile, ou tout le monde le fait, ok, vas-y, fais-le, montre-moi. C'est un petit peu ça, quoi. Just do it, comme dirait une marque célèbre. Merci beaucoup, Basile. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette fabuleuse course qu'est le Mute, que je n'avais bizarrement jamais traité dans le podcast. Donc, l'affront a été désormais lavé par ton entremise. Top. Une chose est sûre, en tout cas, si on a besoin de conseils d'experts pour la bonne gestion de sa frontale, il est préférable d'effacer ton numéro de son répertoire de téléphone direct. Je me prête à le faire dans les prochaines minutes. Voilà. Ça, et vous l'effacez de suite. Qu'est-ce que ça va être la suite là, il est à peu près 20h45. Quelle est la suite de ton programme là, à Chamonix ce soir ? Alors, je t'ai une petite contrainte. Je te propose soit apéro, soit dodo, soit boulot. C'est un mot forcément en haut. Est-ce que tu as une idée à peu près de ce que ça pourrait être ? Resto ? Ouais, 21h15, j'ai rendez-vous au Montchu pour une bonne pirade apparemment. Pas mal. Banco. Voilà, banco. Ouais. Banco, bingo, resto. Merci beaucoup pour nos échanges, Basile. Je te souhaite beaucoup de bonheur et puis beaucoup de succès dans les différents projets qui vont s'offrir à toi. Très bonne fin de marathon du Mont Blanc. J'imagine qu'on va avoir l'occasion de se recroiser un certain nombre de fois. Yes, j'espère. Et puis la vie fera sûrement qu'on aura plein d'autres occasions de se croiser, notamment à Cham encore fin août. Ouais, c'est sûr et certain. Merci pour nos échanges. Merci beaucoup à toi et bonne écoute à tout le monde. Ils sont arrivés jusque-là, c'est bon signe. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite.
C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment. Salut Guillaume, c'est Basile. J'espère que tu vas bien, que tu es bien rentré à Paris et que le retour n'a pas été trop dur après ces 3 ou 4 jours magnifiques à Cham que tu as vécu. Je te disais juste pour la fin du podcast, pour l'histoire sur la frontale, ça serait bien de rajouter quand même la fin tout simplement. Du coup, oui, pour les frontales, donc 2 jours après, j'ai repris ma frontale principale, la Petzl, et je me suis aperçu en fait que tout connement, j'avais le bouton lock qui était enclenché. Donc voilà, c'était pas un problème de batterie ou quoi que ce soit, ou de frontale, elle marchait très bien, c'est que simplement j'avais le bouton lock enclenché. Donc comme un con, je n'avais pas vu ça. Et pour la frontale de secours qui ne marchait également pas, donc la frontale Intersport là, à 10 balles, en fait sur cette frontale là, il y avait un bouton sur la face avant, enfin directement au-dessus des lumières, et un bloc pile derrière. Et en fait, je cherchais à allumer le bloc pile derrière en cherchant un bouton qu'il n'y avait pas, puisque le bouton d'allumage était tout simplement au-dessus de la lumière sur le fronton. Donc pareil, dans la nuit et dans le speed et avec le stress, j'ai pas capté ça. Donc en fait, mes deux frontales marchaient correctement. C'est simplement une erreur humaine et bête. Donc voilà, faut quand même, je pense, le signaler à la fin du podcast pour l'histoire et pour le storytelling, c'est quand même important, je pense. Allez, bon courage et à très bientôt Guillaume. Ciao ciao.